Bonjour à tous, en tout cas, voilà ceux qui sont encore inscrits, là, qui arrivent encore, il y a encore des gens qui arrivent. On avait donc une centaine d'inscrits à ce webinaire, donc on voit que ça, c'est un sujet qui suscite pas mal d'attention. Donc voilà, il est organisé par COEC, la NOPEA, la Fédération des ONG environnementales. Donc on suit ce sujet, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. On a la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs intervenants. Donc, on aura en fait quatre présentations, pardon. Nous aurons d'abord Estelle Blondorf qui nous fera une présentation de l'état des lieux européen. Il y a toute une série de prescrits et d'obligations qui arrivent au niveau européen dans le cadre du Green Deal, et avec des obligations qui incombent au niveau national, fédéral et régional. On fera un peu le poids là-dessus avec Esther. Olivier Esquilbat de Climact nous parlera de la disponibilité en molécules gazeuses décarbonées à l'horizon 2050, 2070 aussi, pour voir aussi quel est voilà, le potentiel sur lequel on peut compter pour alimenter en partie les réseaux de distribution. On verra qu'il y a d'autres usages possibles et que c'est un des enjeux de la discussion. Je me permettrai de faire plus courtement un petit résumé et peut-être de compléter les deux premières interventions. Et ensuite, nous aurons, et un grand merci à David Van Gulik de Ores, qui nous donnera peut-être une réaction, aussi comment c'est perçu au niveau des gestionnaires de réseaux de distribution. Et donc pour Ores, le plus gros gestionnaire de réseau de distribution euh, ici en Wallonie. Je vous propose donc de commencer. Alors, sachez que la discussion est enregistrée. Donc, voilà ceux qui ne veulent pas apparaître, mais à part les intervenants, je ne vois que personne n'a mis sa caméra. Donc, on enregistre et donc cet enregistrement sera donc disponible sur le site de Canopéa après cette rencontre, après les interventions qui devraient durer chaque intervention 15-20 minutes et la mienne un peu moins. On aura un temps de débat où il sera possible de poser des questions aux intervenants, de clarification d'abord, et puis des questions peut-être plus de recommandations. Et on le fera via le chat, et je modérerai ça, mais je vous réexpliquerai ça après les interventions. Ce webinaire dure jusqu'à 16h30, donc on a 1h30 devant nous pour parler du futur des réseaux de distribution de gaz dans la perspective de décarbonation. Je cède la parole à Esther Bollendorf de Can Europe, la plateforme européenne des ONG environnementales de Canopéa, est membre évidemment de cette plateforme. Et Esther, je te cède la parole. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être dans un contexte où une audience belge. On est plus souvent dans des audiences européennes, mais comme je suis presque belge, je suis luxembourgeoise, mais quasi belge adoption parce que ça fait 20 ans que je suis ici. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et voilà, donc je travaille pour Can Europe, Canopéa est membre de Can Europe. Nous sommes une fédération, réseau qui regroupe plus que 180 organisations. Nous représentons 40 millions de citoyens à travers l'Europe. Et nous travaillons sur des politiques climat et énergie au niveau européen surtout. Donc, moi, je suis en charge de la campagne gaz. Donc, je suis la coordination de la campagne gaz. On a travaillé sur le paquet gaz hydrogène. On va regarder des questions. On a regardé la régulation méthane. Donc, voilà, tout ce qui touche un petit peu aux molécules fossiles. Je vais partager mon écran. Hop. Et voilà, continuer ainsi. Tout le monde voit? C'est bon? Ouais, Très bien, parfait. parfait. Voilà. Donc, hop. Alors, je viens de le mentionner. Donc, on m'a demandé de parler. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la sortie du gaz et des réseaux de gaz. Donc, les premiers éléments qui mettent en place un cadre législatif pour cela viennent d'être décidés au niveau européen dans ce qu'on appelle le paquet gaz.
Donc, c'est les règles qui régissent le marché du gaz et de l'hydrogène. Le paquet a été finalement, enfin, les derniers bouts de l'adoption ont eu lieu en mai de cette année-ci. Et ce paquet va donc être mis en œuvre dans les 2 prochaines années. Et un des grands éléments qu'on a pu, enfin, pour lesquels nous on a travaillé, sur lesquels nous on a travaillé de manière assez intense, et on est assez content d'avoir un résultat là-dessus, c'est le fait d'avoir donc des plans de déclassement des réseaux, Network Decommissioning Plans, qui devront être mis en place par les États membres. Et un premier jet de ces plans-là doit avoir lieu donc d'ici 2 ans pour à peu près début 2027. Alors, ces plans de déclassement de réseau, on parle donc bien du réseau de distribution ici. Donc, le paquet gaz a mis en place tout un tas de planification, d'éléments de planification aux différents niveaux, niveau de transmission, distribution, niveau européen aussi. Et ce qu'on va regarder ici aujourd'hui plus précisément, c'est donc les réseaux de distribution, donc les réseaux qui nous ramènent le gaz dans les maisons pour nous chauffer, pour faire la cuisine, pour faire surtout la chaleur. Si on n'a pas encore mis en place installé une pompe à chaleur, par exemple. Alors, on a donc, j'ai parlé du niveau de distribution. Le, le, le fait, donc ces plans sont assez étroitement liés aux plans de chaleur, heating and cooling plants, de chaleur et de refroidissement, qui, eux, originent d'une autre législation européenne, de la directive sur l'efficacité énergétique. Mais il y a un lien étroit. On aurait bien voulu avoir en fait un lien direct, c'est-à-dire dès qu'on a un heating and cooling plan, on doit mettre en place aussi un plan de déclassement des réseaux parce que les deux sont intrinsèquement liés. Si une municipalité, une région décide de passer plus vers la chaleur, enfin de faire un fuel shift, c'est-à-dire de remplacer ces sources de chaleur, de passer du gaz vers l'électricité, ça va avoir un impact direct sur l'infrastructure. On va avoir besoin de plus de réseaux d'électricité et moins de conduite de gaz. Maintenant, la directive européenne reste assez floue sur l'espèce de levier qui va faire que ce plan doit être mis en place. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réduction de la demande de gaz qui soit enregistrée. Donc ça peut être au niveau... Il y a un certain flou par rapport à ça. On dit aussi qu'il y a quand même les plans de heating and cooling, de chaleur et de refroidissement sont à considérer, mais ils ne sont pas directement liés. Et donc, où est-ce qu'on va voir qu'il y a cette réduction dans la demande de gaz? Ça peut être dans les plans nationaux sur le climat, donc les NECPs, les National Climate and Energy Plans, que les États membres préparent. Ils sont là, en fait, en train il y avait une échéance au cours de cette année-ci, par exemple. Alors, ces plans sont à refaire, le premier donc pour 27, à refaire tous les 4 ans. Et ici, on a un petit peu plus de détails. Je vais rapidement passer dessus, mais c'est en fait en gros pour montrer que donc c'est l'État membre qui est en charge qui a la responsabilité de mettre en place ce plan de déclassement. Mais l'instance qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis, qui va vraiment développer ce plan, c'est le gestionnaire de réseau de distribution. Et ensuite, c'est le régulateur national qui va adopter ce plan. C'est soit l'autorité régulatoire, la CREG au niveau des équivalents au niveau des régions, soit une autorité nationale relevante. Donc, il y a une certaine flexibilité qui est donnée aux États membres de mettre en place une autorité relevante si ce n'est pas le régulateur national.
Voilà, ça c'est en gros ce que je voulais montrer par rapport à ces plans de déclassement, où on voit qu'il y a certains États membres qui sont déjà plus avancés que d'autres sur, en tout cas, la réflexion de ces plans. Et je voulais vous parler aussi d'une étude qui a été menée par un institut de recherche européen, mais aussi global et allemand. Donc, RAP, le Regulatory Assistance Project, et l'Institut allemand Öko-Institut, qui se sont intéressés en fait à toute une série d'États membres, dont la Belgique, mais il y a aussi l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qu'ils ont regardé de plus près pour aller voir quels sont les éléments qui ont déjà été mis en place par rapport à ces plans. Et on voit qu'il y a des pays comme, par exemple, le Danemark et les Pays-Bas qui sont assez avancés, et d'autres pays qui sont nettement moins avancés encore. Donc, les conclusions euh, principales qui sortent de cette étude-là sont que, bon, dans un premier temps, la demande de gaz, elle persiste malgré les objectifs climatiques. Donc, on ne voit pas vraiment d'alignement entre la planification du réseau gaz et des objectifs climatiques. Donc là, il y a il y a une lacune, il y a un élément à combler. Il y a aussi des lacunes régulatoires pour le déclassement des réseaux de distribution. C'est-à-dire, il y a des éléments qui manquent pour faire que ce déclassement se fasse de manière plus facile, que les coûts, par exemple, soient distribués de manière plus équitable. Il y a une considération insuffisante des consommateurs vulnérables, et il y a une coordination insuffisante entre la planification des réseaux de chaleur, donc ces fameux heating and cooling plants, et le déclassement des réseaux gaz. Hop. Ensuite, donc voilà, ici un graphique juste pour Juste, illustrer. Esther, juste Ouais, pour te couper une seconde, juste pour dire que je reviendrai sur cette étude avec l'étude de cas pour la Belgique spécifiquement qui a été réalisée par Bram Kleiss très bien. Je ne vais et pas je en reprendrai parler les en aspects. détail. Du coup, c'est bien. Ça sera complémentaire. Donc voilà, on voit qu'on n'a pas de déclin en vue forcément par rapport à la demande de gaz. Ici, le graphique, donc bon, toutes les courbes, toutes les lignes montrent vers le bas, mais ça, c'est en 22 avec la crise énergétique. Donc, les chiffres sont allés jusqu'en 23. Donc, c'est ce qui est les derniers chiffres qui étaient disponibles pour l'étude dans le CACI. Mais donc, tout ce qui se passe avant la crise énergétique de 22, on voit qu'il y a une tendance plutôt à la hausse, sauf pour un pays ou deux peut-être. C'est surtout le Danemark où on voit qu'il y a une courbe descendante assez flagrante. Ensuite, ici, ce graphique-ci, il montre qu'il y a aussi une discrépance entre la projection des gestionnaires de réseau de la demande de gaz et d'infrastructures. Et ça, c'est la ligne rouge qui, en tout cas pour l'Allemagne et l'Autriche, pointe clairement vers le haut, pente ascendante. Et entre les objectifs climatiques des pays, qui est qui est l'espace entre les lignes vertes. La réduction de la demande de gaz qui va avec les objectifs climatiques, et l'augmentation de la demande d'hydrogène. Donc, gaz, c'est les lignes oranges, hydrogène, les lignes bleues. Donc, on voit qu'il y a, pour l'Allemagne, l'Autriche en tout cas, un gouffre ou une différence assez importante entre ce que les gestionnaires prévoient et ce que les politiques nationales climatiques préconisent. Ensuite, quelques mots sur les bons élèves, ou les frontrunners, ceux qui ont commencé il y a déjà longtemps. Le Danemark, par exemple, qui a commencé par des plans et des zonages de chaleur, déjà en 79. Et on voit que c'est aussi bien aux Pays-Bas, c'est la base en fait pour avoir une planification qui fasse vraiment du sens. Où on a au niveau de municipalité, on a des exemples aussi plus localisés, par exemple avec la ville de Vienne ou la ville de Munich,
ou donc des villes aux Pays-Bas, où on a procédé par faire des planifications et des zonages très concrets, quartier par quartier, de la chaleur, des sources de chaleur, et comment ces quartiers, au fur et à mesure, vont évoluer d'un apport de chaleur sous forme de gaz fossile vers de l'électrification. Et voilà, comme du coup, ceci a un impact sur l'infrastructure, comme je l'ai mentionné en amont. Donc au Danemark, ils ont commencé en 79, forcément, ça fait déjà presque 50 ans, donc il y a déjà un certain vécu, une certaine mise en œuvre qui a pu avoir lieu. Il y a eu des fonds publics très importants aussi, de l'argent public pour le déclassement des réseaux, pour couvrir les coûts associés à la transition vers l'électrification. Et le gouvernement danois a aussi racheté le réseau de gaz. Aux Pays-Bas, on voit, c'est plus récent, mais on voit qu'il y a une séquence ou une tendance un peu similaire par le fait surtout que il y a une planification au niveau des municipalités, au niveau régional ou municipal, euh, qui commence par la chaleur et qui est au fur et à mesure devenu aussi plus contraignant, enfin, dans le sens qu'au début c'était des plans, ensuite c'est devenu des lois. Et maintenant, on a donc un Municipal Heating Program, donc un programme, mais qui est aussi une loi municipale sur la chaleur, qui est donc en lien avec une planification sur l'infrastructure. Ici, encore un élément de l'étude RAP bon, c'est assez petit, mais je peux donner quelques exemples. Donc, en vert, ce qui marche bien, enfin, ce qui est positif pour la mise en place de ces plans, et en rouge, ce qui ne marche pas bien. Donc, au Danemark, on a le heating planning, on a aussi, très important, du coup, aussi un objectif national de sortie de gaz d'ici 2030. C'est historiquement lié au fait qu'ils ont arrêté l'exploitation des champs gaziers de Groningen, avec des risques sismiques importants. Mais donc, ça explique aussi, enfin, le cadre réglementaire, forcément, comme toujours, est très important pour, du coup, inciter aussi un développement de certaines politiques et de ces plans ici, dans ce cas-ci. Alors, donc, on a dans certains pays, il y a la question qui est importante aussi, c'est celle de la connexion au réseau dans les nouveaux bâtiments. Certains pays ont donc l'interdiction de connecter des nouveaux bâtiments au réseau de gaz. En Grande-Bretagne à partir de 25. Où est-ce que je l'ai vu? En Belgique, il y a ça aussi. Enfin, il y a une même prescription, une prescription similaire. Aux Pays-Bas aussi, donc très important aussi. Et ensuite, un autre élément qui est intéressant, c'est donc ces coûts de dépréciation et comment justement mieux établir et répartir sur la durée de vie de cette infrastructure la dépréciation, et au lieu d'être sur une ligne progressive, avoir plutôt une ligne dégressive, c'est-à-dire avoir un remboursement ou avoir des coûts de dépréciation plus élevés au début quand il y a encore plus de personnes, plus de clients, de consommateurs sur le réseau, que plutôt vers la fin, donc d'ici 20 ans, par exemple, où il y aura moins de personnes sur le réseau, de plus en plus de monde sera passé vers l'électrification, et les coûts à répartir, du coup, seront plus élevés pour les peu de personnes qui restent sur le réseau. Ce qui mène aux recommandations de cette étude, qui sont donc premièrement adopter un objectif de sortie du gaz au niveau national et donner un mandat zéro carbone aux régulateurs. Donc l'objectif au niveau national est très important, mais lié avec les régulateurs directement, le régulateur et les gestionnaires, un mandat zéro carbone. Préparer le cadre régulatoire à la sortie du gaz, c'est-à-dire prévoir des éléments comme une dépréciation dégressive, par exemple, prévoir ce qu'on fait avec, donner la possibilité de déconnecter des personnes du réseau,
Donc ça, c'est des éléments qu'aujourd'hui ne sont pas encore prévus et qu'on devra considérer et à intégrer. Une planification intégrée des plans chaleur et réseau, donc très important de lier les deux. Tenir compte de projections réalistes des technologies futures, hydrogène, donc j'en ai pas beaucoup parlé, enfin pas encore parlé jusqu'à présent, mais ce qui nous garde beaucoup sur le réseau de gaz, c'est aussi la promesse de pouvoir remplacer le gaz par l'hydrogène. Donc nous, on dit que l'hydrogène, oui, mais pas partout, et surtout pas dans la chaleur, la production de chaleur et donc dans la chauffe des bâtiments. L'hydrogène, oui, dans le transport à longue distance. L'hydrogène, oui, pour des secteurs industriels qui sont difficiles à électrifier. Mais il y a des secteurs où c'est tout simplement pas efficace. C'est pas la solution énergétiquement la plus efficace. Et du coup, là aussi, il faut avoir des projections réalistes qui étaient pendant un certain temps pas le cas ici au niveau européen. Donc, en 2020-2021, la Commission a proposé une stratégie hydrogène qui venait avec avec des projections assez mirabolantes. Ça a été encore renforcé pendant la crise énergétique en 2022 avec le plan Repower EU, aussi proposé par la Commission à ce moment-là, qui voyait une sortie très drastique du gaz russe, très bien, mais une augmentation très drastique aussi de l'hydrogène, production domestique et import. Et ça, on voit que, heureusement, la Commission est en train d'ajuster ses chiffres, de voir elle-même qu'elle a vu trop large, trop haut, pas réaliste, aussi bien au niveau de la production domestique et des imports. Donc là, il faut regarder des projections réalistes. Et cinquièmement, une collecte, donc pour continuer dans la suite des recommandations de RAP, une collecte des données harmonisées au niveau européen, savoir comment les infrastructures se développent au niveau européen ou se régressent au niveau européen, avoir une vue plus généralisée là-dessus. Et ensuite tenir compte, bien sûr, de la protection des consommateurs vulnérables et des dernières personnes qui restent sur le réseau, avoir des fonds qui sont prévus, des aides, des soutiens qui sont prévus pour justement aussi aider aux consommateurs, aux personnes les plus vulnérables, aussi de pouvoir passer vers des solutions autres, des solutions électrifiées. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous raconter. Merci pour votre attention. Et je vais passer la main à la personne suivante. Merci Esther. Ben oui, je propose qu'on passe directement à la deuxième présentation d'Olivier Squilba. Parfait. Je vais prendre le contrôle. Bonjour à toutes et à tous. Et est-ce que vous voyez bien ma présentation comme ça? Ça vous va? Voilà, c'est parfait. Donc, ça fait une transition idéale avec l'exposé d'Esther. On ne s'est pas concerté, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ici, on va rentrer un peu plus sur le cas de la Wallonie, même si on va après refaire un zoom sur le niveau européen, où on rappelle ici, c'est un slide qu'on a utilisé l'année passée dans le cadre d'une première mesure mise en place en région Wallonne pour favoriser l'utilisation du gaz renouvelable, des gaz bas carbone. Et ça a permis de rappeler que toute stratégie gagnante de sortie du gaz fossile nécessite de travailler sur au moins 3 piliers. Et le premier pilier, c'est effectivement de réduire la consommation de gaz partout où c'est possible. Et donc, ça passera inévitablement par des plans de déclassement des réseaux existants en partie, mais ça doit être réalisé au niveau local. Et donc, ce qui a marché pour le Danemark ne marchera pas nécessairement pour la Wallonie, et ce qui marche pour la France ne marchera pas non plus nécessairement pour la Wallonie. Donc, il importe de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais aussi de se rendre compte qu'il y aura un travail très granulaire, très de terrain, compte tenu des spécificités de l'aménagement du territoire, de notre habitat, de notre industrie,
de notre climat, de notre relief. Tout cela va intervenir. Et chaque pays qui a réussi cette stratégie, quelques-uns sont cités. On ne s'est pas concerté, Esther, mais je vais citer sur le volet ici de développement du biométhane, un des pays qui a le mieux réussi, c'est le Danemark. Comme par hasard, c'est un pays qui a à la fois réussi sa stratégie, et qui est en train de réussir sa stratégie de réduction de consommation de gaz, de démantèlement d'une partie de son réseau, mais aussi un deuxième volet, il a réussi à augmenter de manière significative, jusqu'à 100%, la production domestique de gaz renouvelable, donc du biométhane, qui a l'avantage, contrairement à l'hydrogène, de ne pas nécessiter de nouveaux réseaux, qui est, et ça je suppose que David nous rappellera, l'avantage du méthane par rapport à l'hydrogène et des infrastructures existantes qui ont cet avantage en termes de production, de distribution que d'utilisation. On ne doit pas réinventer un tout nouveau système comme c'est le cas pour l'hydrogène. Et donc, les espérances en matière d'hydrogène sont surévaluées de manière générale. Ici, on va parler essentiellement de la molécule méthane et du biométhane. On verra aussi que parfois les espoirs sont un peu surévalués par rapport à la réalité. Et enfin, un troisième volet, outre susciter le développement de la production domestique, le troisième pilier, vous voyez ici, c'est celui qui peut également exister et qui se met également en place partout en Europe, de vouloir susciter la consommation de gaz renouvelable du côté de la demande par des mécanismes spécifiques qui vont booster la demande pour du gaz renouvelable ou bas carbone selon la volonté politique du pays en question. Et donc ces trois piliers sont essentiels et selon nous, une stratégie réussie ne peut fonctionner que si l'on travaille de manière coordonnée sur l'ensemble des volets. Et donc, typiquement, dans les recommandations qui sortent de l'étude de PAN, on remarque que le rôle des molécules renouvelables n'est pas mentionné, ce qui est un peu dommage. En tout cas, dans le slide que je vois, peut-être que dans l'étude, c'est mentionné. Et le fait que certains pays qui réussissent pour l'instant sont des pays qui réussissent sur les deux volets démontre que c'est peut-être la bonne voie à suivre et que la Wallonie pourrait s'en inspirer. Voilà, ici, on a parlé du plan REPowerEU 2022, réaction, des objectifs ambitieux, trop ambitieux certainement, 350 TWh de biométhane en 2030. Il y avait aussi des objectifs pour l'hydrogène. Donc, c'est environ 10% de la consommation actuelle de gaz en Europe, au niveau de l'Europe. Et on va voir que si théoriquement, on peut imaginer que c'est tout à fait possible, parce qu'en termes de matières premières nécessaires, ce n'est pas du tout à partir des cultures énergétiques qu'on obtient ce biométhane, ce biogaz, c'est essentiellement des résidus, des déchets, un peu éventuellement de cultures intermédiaires. Et donc, on a à présent aussi dans l'audience, il y a un représentant Valbium qui est l'expert en Wallonie pour cette filière. Et donc, si vous avez des questions plus précises, je pense qu'ils pourront répondre à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette filière, voilà, c'est possible de la développer. Probablement pas dans le timing espéré par la Commission. De 350 TWh, on va le voir, c'est pas possible. Mais ça a l'avantage de reposer sur une valorisation de déchets, de résidus. Donc, on parle d'économie circulaire, on parle de durabilité. Donc, c'est un point essentiel. On verra que des critères de durabilité sont mis de plus en plus sur ces filières-là. C'est le troisième pilier. On a parlé du paquet gaz, on a parlé de la directive efficacité énergétique, efficacité dans les bâtiments. Et puis, il y a le troisième volet, il ne faut pas oublier, il y a la directive renouvelable. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le développement du biométhane. Ce pilier est tout aussi important et essentiel. Et les trois piliers doivent s'intégrer, communiquer. Et donc, typiquement ici, on voit un potentiel important, avec le fait aussi de ne pas oublier qu'on fait de l'énergie, mais on ne fait pas que de l'énergie. On produit aussi un fertilisant organique qui peut se substituer. Donc, il y a un effet de substitution au niveau de l'énergie qui est produite. On se remplace de l'énergie fossile, mais aussi on produit un fertilisant organique non minéral qui va aussi engendrer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre par son utilisation. Donc, c'est une spécificité qu'on oublie souvent. Alors, dans ce cadre-là, il y a eu une petite publication qui a fait fort polémique où la Commission a voulu montrer pays par pays quelle était un petit peu la situation. Donc, ces fiches sont publiques. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à les lire. Elles sont critiquables.
dépassées, mais au moins il y en a une pour chaque pays, donc on peut déjà comprendre un petit peu est-ce que le pays sur lequel on me dit qu'il faudrait s'inspirer, est-ce qu'il est comparable au mien, en gros. Vous avez des informations sur la consommation de gaz actuelle, donc à quoi ça sert en Belgique, le gaz dans l'industrie, dans l'habitat et autres, à la production d'énergie, évidemment, d'électricité. Il y a une petite information sur un potentiel, alors il est fort discutable. Il y a un travail très précis qui a été fait avec Valbium il y a quelque temps, avec le soutien aussi des gestionnaires de réseau. Et donc ici, la valeur officielle, c'est 6 TWh en gros de biométhane pour la Belgique, qui pourrait être développé sur base de ce qu'on appelle la biométhanisation, donc le système de digestion anaérobie. Il y a aussi un volet gasification à partir de biomasse ligneuse, mais bon, on va laisser un petit peu ça de côté, c'est quand même pas la technologie la plus mature et la plus importante à l'heure actuelle. Et vous voyez de nouveau, en termes de ressources identifiées, ce n'est pas des cultures énergétiques, hein, donc ce sont vraiment essentiellement des effluents d'élevage et des résidus de l'agriculture ou de l'agro-industrie ou du traitement des eaux. Donc c'est vraiment essentiellement là-dessus qu'on se repose pour estimer un potentiel. Maintenant, il y a des vraies questions sur dans quelle mesure ces ressources-là vont-elles évoluer à l'avenir et est-ce que la production d'énergie au départ de ces matières-là est le meilleur usage. Il y a toutes des questions qu'on doit toujours être à même d'évaluer, mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui est identifié et en grande partie ce qui est valorisé dans les installations existantes qui ne font que une partie du potentiel actuel. Donc, fort de cette euphorie, de ces objectifs ambitieux au moment de la crise, de la guerre, déclaration de la guerre, il y a eu une initiative qui a été prise au niveau de la Commission pour associer toute l'industrie gazière, les fournisseurs de technologies, d'équipements, pour booster un petit peu la dynamique au niveau européen. C'est ce qu'on appelle le BIP, Biomethane Industrial Partnership. Je vous en parle uniquement parce que c'est une structure qui est relativement ouverte et si on n'est pas d'accord avec ce qui s'y échange, nécessairement, en tout cas, on a intérêt à y participer. Il y a des task force, l'industrie est là, on adresse une série de sujets et la première task force, elle est dédicacée aux stratégies, la mise en place de stratégies de développement du biométhane et elle a la spécificité de réunir à la fois des représentants de l'industrie, mais aussi des États membres. À titre informatif, la Flandre participe, la Wallonie n'y est pas présente. Voilà, c'est peut-être une invitation à aller voir un peu ce qui s'y passe, donner son avis et entendre un petit peu les expériences des autres. Typiquement, ils ont une sorte de documents qui peuvent constituer une base de travail, une base d'inspiration. Ici, ils ont sorti une sorte de guide sur stratégie biométhane, donc ça c'était fait en amont, mais il y a un nouveau document qui est sorti. Ça peut être une source d'inspiration pour voir dans quelle mesure ce qui est indiqué à ce niveau-là est transposable, indiqué, justifié pour la Wallonie en particulier. Voilà. La réalité est beaucoup moins séduisante, hein, 350 TWh. Ici, je vous donne un peu les chiffres qui ont été communiqués par la Commission en octobre. Donc, actuellement, on est certes déjà à une production de 200 TWh de biogaz, mais les objectifs sont en termes de biométhane. Donc, biogaz, pour rappel, c'est du méthane, environ 50% de méthane, 50% de CO2. On ne peut pas l'injecter sur le réseau de gaz. Il faut transformer en biométhane. Là, les installations de production de biométhane, donc du biogaz épuré, on est à environ 35 TWh. Il y a une production biométhane dans environ 16 États membres, mais il y a 6 États membres qui ont le leadership. Sur le tableau à droite, bon, il y a encore l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni qui est repris, mais donc, vous voyez dans les pays qui ont un leadership à ce niveau-là, c'est l'Allemagne, la France, le Danemark, l'Italie et, dans une moindre mesure, les Pays-Bas. Donc, il y a un accroissement certain. Donc, cette filière se développe, elle démarre. Vous voyez bien, si vous promenez sur les autoroutes françaises, vous voyez partout des installations de biogaz le long des autoroutes qui émergent. Les dernières prévisions, basées sur ce qu'on appelle les NICPs, hein, Esther, mais les PNEC, donc les plans nationaux énergie-climat, qui ont été soumis par les États membres en février 2024, et on arrive à totaliser pour 2030 au mieux 300 TWh de biogaz et biométhane. Donc, simplement, là-dedans, peut-être il y aura 20% de biométhane, mais
on est très très loin du compte et des espérances du plan Report EU. Donc c'est bon à le savoir que voilà, c'est une filière qui démarre, qui est prometteuse, qui a beaucoup d'avantages, moyennant certaines conditions, on en parlera tout à l'heure, mais on est certainement loin du rêve de Report EU. C'est le premier point. Alors maintenant, on va parler de second volet. Donc, après avoir passé le volet, des stratégies à mettre en place avec un exemple. J'avais choisi donc le Danemark parce que c'est assez illustratif de ce qui peut être fait. Au Danemark, ils ont effectivement réduit de plus de 40%, et donc c'est pas lié nécessairement, c'est pas que l'effet de la guerre. Là, eux, c'est vraiment structurel. Ils ont décidé de réduire la consommation de gaz avec des plans de démantèlement, de déclassement. Donc c'est ce que vous voyez ici dans le premier graphique, où ils atteignent une réduction drastique de la consommation de gaz, avec priorité sur l'utilisation du gaz dans l'industrie. Vous voyez que l'aspect, dans leur cas, eux, bon, qui est spécifique, hein, beaucoup de réseaux de chaleur déjà préexistants en Danemark, mais le gaz ici utilisé pour le chauffage domestique, ben voilà, n'est pas nul, mais est réduit de manière très très importante. Et en compensation, enfin, en parallèle, il y a des mécanismes de soutien mis en place, des investissements dans les infrastructures réseau pour développer la production de biométhane domestique. Alors, on sait bien, la structure de l'agriculture au Danemark est spécifique. Il y a énormément de production laitière, avec donc extrêmement de lisiers qui permettent de valoriser énormément de biométhane, enfin de biogaz et de biométhane. Toujours est-il qu'ils avaient comme ambition d'atteindre par ce double volet, réduction de la consommation, augmentation de la production de biométhane domestique, d'atteindre un système à l'horizon 2035 où quasiment 100% des molécules de gaz distribuées dans leur réseau étaient du gaz renouvelable, production domestique. Les dernières nouvelles, c'est qu'ils y seront plus tôt, ils seront à 100% en 2030. Ça, c'était les projections d'il y a quelques années. Ils vont plus vite qu'espérer. Donc, il y a moyen d'atteindre de tels scénarios. C'est un peu le cas idyllique, je l'admets. Mais c'est pour dire que voilà, ça peut nous inspirer, peut-être aller voir ce qu'il marche. Ils le disent eux-mêmes. On n'a pas démarré comme ça du jour au lendemain. Et donc, c'est vrai qu'ils ont fait un peu comme en Wallonie. En Wallonie, les installations de biogaz sont des installations où on fait directement l'électricité et la chaleur. Ce sont des installations qu'on appelle de cogénération. Ils les maintiennent, ils les ont développés au début, et puis après, il y a eu quelques réseaux de production de chaleur, donc des réseaux de chaleur alimentés par du biogaz. Et puis surtout, ils ont opté pour l'option biométhane, donc injection sur le réseau de gaz et le maintien, là où c'était justifié, du réseau de gaz, avec, vous voyez ici, différentes étapes dans les politiques de soutien, politiques et mesures mises en place, avec du soutien à la production, du soutien à l'upgrading, donc à la production de biométhane pour l'injection sur le réseau, la possibilité de remonter le gaz qui est injecté sur le réseau de distribution vers des réseaux haute pression. C'est prévu. Et puis maintenant, ils projettent déjà l'avenir, c'est plutôt que de faire l'énergie, c'est faire des molécules dans le cadre de la bioéconomie, donc des molécules qui vont servir la chimie. Et donc voilà, ça, ce sont des stratégies en cours au niveau du Danemark, avec, effectivement, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est comme ça partout au Danemark, mais avec l'idée qu'effectivement, progressivement, il y a des démantèlements pour la fourniture de gaz aux habitations et avec un focus vers l'industrie. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est cet exemple qui doit être suivi en Wallonie, mais c'est ce type de démarche qu'il faut mettre en place et on n'y est pas du tout à l'heure actuelle. Donc, il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite en la matière à ce jour pour le cas de la Wallonie et ça devient impératif que l'on se mette en place. Et vous comprenez tout de suite que ce genre d'études, ce n'est pas qu'une question d'énergie, c'est une question, puisqu'il faut une combinaison production locale de gaz renouvelable, c'est de l'agriculture, c'est de l'environnement, c'est la gestion de déchets, c'est l'aménagement du territoire, c'est un ensemble de politiques coordonnées qui arriveront à de tels résultats. On a souvent tendance à simplifier la question et le voir uniquement sur l'angle de l'énergie. Moi qui suis pourtant de formation, c'est mon domaine au départ, je dois reconnaître que c'est une stratégie perdante d'avance si on ne voit cette question que sous l'angle énergétique. C'est une erreur fondamentale. Un autre exemple de réussite qui est en cours, qui est plus récent, c'est en Irlande, encore une petite région avec une composante agricole importante. Mais là, ils mettent en place, et bon, voilà, c'est des objectifs moins ambitieux, mais
une des recommandations majeures qu'on a invité les personnes à présenter leur stratégie et les conditions du succès, ça a été l'importance d'une coordination avec l'ensemble des éléments de la société et surtout le secteur agricole. L'agriculture doit vraiment être le leader dans la mise en place d'une telle stratégie. Donc, si on voulait avoir encore des molécules de gaz renouvelables, sans adresser sérieusement et impliquer sérieusement les filières agricoles et autres, ça ne marchera jamais. Si vous vous contentez de travailler, de regarder ça sous l'angle énergétique, c'est une erreur stratégique. Voilà, ça c'est les conclusions qu'on peut retirer un petit peu, enfin les tendances qu'on peut voir des pays qui sont un peu en avance à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour le volet plutôt stratégie globale, réduction. Et puis, pour arriver à augmenter la production domestique, il faut malheureusement toujours avoir des incitants d'ordre financier, mais les dernières analyses qui ont été présentées par la Commission en octobre nous disaient on est vraiment convaincu qu'il y a autant à faire du côté des incitants financiers que des incitants non financiers. On peut réduire de moitié les coûts quasiment de production à long terme si on donne beaucoup d'attention à l'importance des incitants non financiers. Alors, incitants non financiers, qu'est-ce qu'on entend par là? Une coordination, j'en ai parlé, entre l'ensemble des différentes compétences, travail sur l'aspect permis, autorisation, les délais moyens pour un projet de biométhanisation, c'est 4 à 5 ans en Europe, donc c'est très très long. Il y a des recommandations qui viennent d'être sorties ici en 2024 par la Commission. Les questions de valorisation du digestat, ce sont des usines qui font 2 produits et même un troisième, du CO2. Si on ne facilite pas la valorisation du digestat ou du CO2, on perd, enfin en tout cas, on perd des opportunités de réduire les coûts et d'améliorer la rentabilité de ce type d'installation. Alors au niveau incitant financier, il y a un volet incitant à la production et puis on verra tout à l'heure les incitants du côté de la demande. Au niveau de la production, il faut avoir une attention particulière certes aux nouvelles installations, si on veut faire plus de biogaz, plus de biométhane, mais il faut ne pas oublier l'existant, permettre à l'existant de continuer à produire, c'est tout sauf trivial, de s'améliorer, de réinvestir pour améliorer ses performances. Alors j'ai mis entre parenthèses GES, gaz à effet de serre. Ce sont des installations qui, si elles sont bien réalisées, bien conçues et bien exploitées, peuvent, dans certaines conditions, conduire à des réductions très importantes d'émissions de gaz à effet de serre. J'y reviendrai après. Mais si ce n'est pas le cas, on fait pire que mieux. Et donc, on a des problèmes de fuite de méthane et autres. Si on ne met pas un point d'attention sur la qualité, l'accompagnement, le monitoring, au Danemark, toutes les installations sont monitorées. Donc, il y a des mesures et des programmes d'accompagnement pour réduire ils sont à 2,5% de fuite de méthane pour l'instant en moyenne sur leur parc et ils veulent réduire. Si on ne fait pas ça, on passe à côté de l'objectif. Une attention à la flexibilité des installations. Donc, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas je fais de la cogénération, du biométhane. Nos installations, les quelques installations que nous avons en Wallonie et qui tournent bien, c'est parce qu'elles ont fait le choix de la flexibilité, pouvoir s'adapter aux conditions de marché, tantôt faire plus de biométhane, tantôt faire plus d'électricité. C'est important de les accompagner à ce niveau-là. Et puis, un point d'attention, c'est sur l'approvisionnement en intrants biomasse de plus durable, avec des conditions de durabilité de plus en plus strictes qui sont encadrées par la directive renouvelable, ce qu'on appelle la RED 2, avec des conditions en termes de matières premières, leur origine, en matière de bilan de gaz à effet de serre, j'en ai parlé, et de respect de la hiérarchie des usages. Ce qui peut être utilisé à autre chose qu'à de l'énergie doit être utilisé à autre chose qu'à de l'énergie. C'est un principe qui vient d'être mis dans la révision récente de la RED 2, auquel il faudra faire attention dans toute politique de développement et de soutien. Olivier, j'ai te demandé d'accélérer un peu. Oui, mais on est presque fini, fini. Donc, on parle de coûts. N'oublions pas que ces filières coûtent cher. Apparemment, lorsqu'on dit combien d'euros par mégawattheure électrique produit, on ne fait pas que de l'électricité, on fait de la chaleur, on fait aussi du digestat. Et donc, lorsqu'on comptabilise, et de manière même imparfaite, le bilan en termes de coûts par tonnes de CO2 évitées, on voit que ces filières sont très efficaces, beaucoup plus efficaces qu'un parc éolien, beaucoup plus efficaces qu'un panneau solaire. Et donc, c'est souvent négligé, c'est une erreur fondamentale. Et on plaide, je vous invite ici à lire l'étude, elle est disponible sur le site de la région Wallonne, sur le site du SPW, une étude qu'on a faite pour eux sur l'évaluation de mécanismes certifiés qui montrait qu'on aurait tout intérêt à avoir une norme d'évaluation
des performances basées sur l'aspect coût-bénéfice, c'est-à-dire ce que ça coûte par tonne de CO2 évité. Et on verrait qu'on pourrait comparer des mesures type de rénovation des bâtiments par rapport à des mesures de ce type-ci, à l'aune d'un même étalon qui serait la tonne de CO2. On est ici à des ordres de grandeur de l'ordre de 100 à 200 euros la tonne de CO2 évité. C'est juste pour vous dire, ça c'est l'ordre de grandeur auquel actuellement on soutient le renouvelable en Wallonie. Et c'est ce genre de comparatif d'étalons qui est important d'avoir en tête et de comparer avec ce qui se fait à l'international. Et à ce titre-là, je vous montre ici un tableau sur du côté de la demande maintenant, des incitants, on parlait de la production, de plus en plus certains États, et comme par hasard les États les plus avancés en la matière, veulent susciter l'utilisation de gaz renouvelables du côté de la demande, en mettant en place des obligations sorte d'obligation de quotas ou de blending comme on a eu pour les biocarburants au niveau des fournisseurs de gaz. Et donc des tentatives sont en cours, soit ce sont des obligations en termes de quantité, de pourcentage, soit en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre du gaz fourni. Ce qui est important à voir, c'est que c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a des problèmes de compétition. Certains veulent limiter ce type de soutien au gaz domestique. Les lois de marché au niveau européen tout de suite viennent bloquer. Donc, les Pays-Bas viennent de se faire recaler par la Commission européenne à ce sujet-là. Ce qui est important, c'est de voir qu'on est prêt dans certains pays à payer, à mettre des amendes en cas de non-respect qui vont ici jusqu'à 500 euros la tonne de CO2 évitée. C'est ce qu'on appelle la valeur tutélaire. À ne pas confondre avec le coût de l'emission trading, ça c'est le coût, j'appelle toujours ça le coût du médicament, qui n'a rien à voir avec le coût des dommages infligés par ces émissions de gaz à effet de serre. Les valeurs tutélaires sont de l'ordre de 400 en France, 500 euros ici, c'est les valeurs que proposaient les Pays-Bas. Ça donne un ordre de grandeur de ce qu'on serait logiquement en mesure de devoir payer pour éviter les dégâts qu'une tonne de CO2 occasionne si elle est émise pour l'instant dans l'atmosphère. Voilà, donc ça c'est un exemple concret des Pays-Bas, donc je vous invite à vous en inspirer, même si ce n'est pas évident à faire passer. Dernier élément, Arnaud, et puis j'arrête, c'est juste, j'ai parlé beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Cette filière permet de substituer l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable, elle permet de substituer un fertilisant minéral par un fertilisant organique. On peut économiser, mais il y a des émissions sur la chaîne de production. Et donc, si on ne vise pas la qualité, si on ne met pas en place des systèmes de monitoring, on passera à côté du sujet. On a fait une étude pour gaz.be il y a quelques années, je vous invite à la lire. C'est important pour la physique, pour effectivement ne pas émettre de méthane dans l'atmosphère. C'est important aussi parce qu'on a pu identifier que notre État, la Belgique par exemple, et d'autres, ne comptabilisent pas correctement les bénéfices de ce type de filière. Et donc, vous voyez dans ce schéma un peu compliqué, mais en bleu ici, ce sont des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui sont occasionnées par ce type d'installation, mais qui ne sont pas actuellement comptabilisées dans nos inventaires. Et donc, la Belgique, d'une certaine manière, ne comptabilise pas tous les bénéfices que ce type d'installation peut produire et c'est un manque à gagner pour nos autorités. Et donc, il y a un travail à faire aussi du côté comme par exemple l'Agence wallonne de l'air et du climat, des autorités en charge des inventaires des émissions. Tout n'est pas comptabilisé à l'heure actuelle et c'est aussi une opportunité pour notre région d'en tirer parti sur un autre volet que le volet énergétique. Voilà, j'en termine, c'est mon dernier slide. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que chez Climac, on a mis en place des simulateurs, des calculateurs qui permettent de voir l'évolution de ces scénarios de transition bas carbone par secteur, et donc en ce y compris le secteur gaz, par pays. Et c'est accessible, c'est gratuit, c'est en ligne. Vous pouvez vous-même vous y exercer. Je vous y invite cordialement à développer vos propres scénarios et à vous challenger. Voilà, à tout à l'heure pour les questions. Grand merci Olivier pour cette présentation très, 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 très enrichissante, très intéressante, qui offre en tout cas une voie de futur pour le réseau de gaz, mais comme tu l'as spécifié, pas pour tout le réseau de distribution de gaz, sans doute une partie. Je vais encore simplement, moi, prendre 5 minutes. Je vais raccourcir ma présentation pour bien permettre de laisser du temps pour la discussion et la présentation de David. Je vais juste encore ajouter des éléments qui n'ont peut-être pas encore été suffisamment mis en avant. Normalement, vous avez ma présentation. Voilà.
Sur les applications que ça... attendez, hop. Sur les applications que tout ce débat va avoir potentiellement sur les finances, parce qu'on voit que derrière, le réseau de distribution de gaz, et c'est ce qu'on mettait avant avec Canopea, on a publié des articles allant dans ce sens. On voit que ça a des applications financières qui n'ont pas été mentionnées. On voit qu'aujourd'hui, les réseaux de distribution de gaz, en tout cas pour certaines parties, notamment tout ce qui est tuyaux, sont amortis sur 50 ans. Alors aujourd'hui, en Wallonie, mais ça, David, vous préciserez sans doute ça, on continue à installer du réseau qui est amorti sur 50 ans. Or, on a vu ici, et ça a été très clairement montré par Esther et par Olivier, que d'ici 25 ans, a priori, on risque de ne plus avoir, de ne plus pouvoir et ne plus devoir utiliser une partie de ce réseau. Donc on amortit aujourd'hui un réseau de gaz sur une durée plus longue que sa durée de vie réelle. Et donc c'est un point qui doit être absolument traité aujourd'hui, euh, d'autant plus, d'autant plus que le réseau il est payé par les utilisateurs aujourd'hui, hein, dans le cas de, c'est les utilisateurs qui le payent aujourd'hui, et on voit que du fait de l'installation des pompes à chaleur, de l'électrification de la chaleur, du fait de la rénovation. Et même si on n'atteint pas les objectifs de rénovation, on va tout de même, de toute façon, rénover notre parc de logement. Eh bien, on voit que il y a de moins en moins d'utilisateurs qui vont être sur les réseaux de distribution. Et dès lors, de moins en moins de personnes pour payer ce réseau de distribution. Donc là, on voit qu'on a un vrai problème de financement de l'entretien de ces réseaux à long terme qui doit être également adressé. Et donc, un troisième point, c'est que le propriétaire et les actionnaires des GRD qui sont propriétaires des réseaux, donc, sont les communes, et qu'on sait que les finances communales en Wallonie et en Belgique sont, pour certaines en tout cas, dans le rouge. Et donc, on a véritablement là un enjeu financier très important qui doit être adressé et qui, comme Olivier le stipulait, ne sont pas du tout adressés aujourd'hui. Voilà, je vais en rester là pour bien laisser le temps à David aussi de dire où en sont les GRD pour le moment dans ce super défi dont on a conscience qu'il est énorme et qu'il est pavé d'incertitudes. Notamment, on voit que, comme Esther l'a dit, il y a une différence malheureusement entre ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire en matière climatique. Et donc cette incertitude, il va falloir la gérer aussi. Mais ne rien faire n'est pas non plus une option. Et dès lors, je laisserai la parole à partir de maintenant à David Van Gully, qui est chargé de la perspective chez Ores, le principal GRD en région wallonne, pour nous dire comment vous envisagez les choses par rapport à ce super défi qui s'adresse à nous d'ici à aujourd'hui, et en tout cas avec une deadline dans 25 ans. David, la parole est à vous. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez correctement. Oui, Parfaitement. parfait. Donc, je vais vous partager la présentation. Hop là, normalement, vous devriez la voir. Arnaud, on voit toujours la tienne, donc il faudra Ah bon, que tu c'est sortes. ça qui se passe. Voilà, ça devrait aller. Hop. Ouais. Merci. C'est bon pour vous? Parfait. Nickel, merci beaucoup. D'abord, un tout grand merci de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter ce que tout cela nous inspire, et je peux vous certifier que ça nous inspire beaucoup de choses. Alors, je vais répondre, je pense, en tout cas tenter de répondre aux questions qui nous ont été posées, mais si vous me permettez, on va prendre la question un petit peu à l'envers par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui, et on va prendre la question du point de vue du client final. Donc, la question auquel on va tenter de répondre dans mon exposé, c'est en fait comment les Wallons et les Wallonnes vont-ils se chauffer et produire leur eau chaude avec une énergie décarbonée à un coût supportable dans l'habitat existant. Parce que nous pensons que pour la question de l'industrie
Mettons ça légèrement de côté, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, et que pour les nouvelles habitations, compte tenu des normes énergétiques en vigueur, la question se pose beaucoup moins. Par contre, on a un parc d'habitat existant qui est assez énergivore et sur lequel nous devons travailler. Pour ça, on a une méthodologie, et d'ailleurs on s'est appuyé sur les études de Climact, on s'est appuyé sur les études de Valbium et bien d'autres. Pour faire quoi? Pour d'abord définir les besoins en chaleur de 2023, et on les considère comme vecteurs indépendants du vecteur énergétique. On tient compte de l'effet de la rénovation sur le bâti. On a plusieurs scénarios avec plusieurs ambitions de rénovation du bâti, parce que bien entendu, on est d'accord avec tout ce qui a été dit. La meilleure énergie est évidemment celle qu'on ne consomme pas, et donc il va falloir rénover le bâti. Et en fonction ensuite de cette nouvelle donnée de besoin de chaleur, on détermine quel est le vecteur énergétique le plus adéquat en fonction de la source qui est présente à l'endroit où l'on parle. Donc, au niveau des effets de la rénovation, nous avons fait 3 scénarios, un scénario faible et rénovation, un scénario rénovation moyenne et un scénario rénovation offensive. Dans l'exposé, je me suis focalisé sur un seul des scénarios, qui est le scénario rénovation moyenne, qui correspond à faire quoi? Qui correspond à amener la moyenne de l'habitat wallon à un PEB-C, sachant qu'aujourd'hui, on est à un PEB-E et qu'on était encore en 2019 à un PEB-F. Donc c'est un objectif ambitieux qui correspond dans le plan Air Climat à l'horizon 2035-2040, si on met ça sur une ligne de temps. Quand on parle de vecteur énergétique décarboné, et Olivier l'a bien précisé, on peut considérer le biométhane comme étant un vecteur d'énergie non décarboné. Je vous ai mis là quelques références qui sont sorties notamment d'études françaises de l'ADEME et de Carbone 4, et je vous ai mis à titre comparatif les alternatives carbonées. Donc on voit que en fait, la récupération de chaleur à partir de chaleur fatale, le biométhane, l'électricité via des pompes à chaleur, donc le chauffage via des pompes à chaleur, grosso modo, on peut considérer, alors même s'il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais que ce sont bien des vecteurs d'énergie décarbonés. Quand on regarde au niveau du coût final, le coût all-in de l'énergie décarbonée, on voit que grosso modo, c'est dans le même ordre de grandeur, même si à l'usage, la pompe à chaleur est assez compétitive. L'étude de la CREG dont on fait souvent mention, qui date du mois de avril de cette année, parle d'un prix d'électricité global de 350 € par mégawattheure. Si on y applique une COP, donc une efficacité énergétique de 3,5, ce qui est également ce que préconise la CREG dans son étude, on arrive à un coût d'énergie thermique aux alentours de 100 €, et on voit que ce 100 € est en fait très compétitif par rapport aux alternatives décarbonées que sont le biométhane et le réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, ça dépend très fort de la densité énergétique du réseau de chaleur. En fait, c'est pour ça que vous avez une si grande marge entre le prix minimum et le prix maximum. Et le fait aujourd'hui, c'est que le débat est un tout petit peu biaisé parce qu'on ne compare pas des pommes et des pommes. On compare les énergies décarbonées avec l'alternative carbonée. Donc là, effectivement, il reste un différentiel de prix, un différentiel de coût qui est non négligeable. C'est d'ailleurs ce à quoi concluait la CREG. Maintenant, même si on ajoute à cette énergie carbonée les montants que l'on peut recalculer sur le trading de carbone, donc on ajoute une vingtaine d'euros, on arrive à quelque chose qui est tout à fait comparable, en fait. Donc, le différentiel entre les différentes énergies décarbonées, entre les différents vecteurs d'énergie décarbonée, ne se fait pas nécessairement sur l'efficacité de décarbonation, on a vu que c'était grosso modo équivalent, ne se fait pas nécessairement non plus sur le coût de l'énergie. Là où il y a une grande différence dans les différents vecteurs, c'est quand on parle d'habitation existante, c'est les coûts d'installation ou de transformation pour le citoyen. J'ai repris ici les données aussi de l'ADEME, mais aussi les données de la CREG.
Et on y voit quoi? On y voit que si demain vous voulez installer une chaudière gaz à condensation, ça va vous coûter, alors ça dépend les marques, ça dépend les puissances, ça va vous coûter entre 1 500 et 7 000 euros. Quand on est sur des réseaux de chaleur, ça dépend si vous êtes en basse température ou en haute température au niveau de votre réseau de chaleur. Je suis donc dans l'hypothèse où je suis dans une isolation moyenne, donc je suis en type C, donc quand je suis en basse température, j'ai quand même besoin d'un appoint qui se fait par une pompe à chaleur qui est, elle, au haut. Et donc, vous voyez ici le montant. Et puis après, j'ai les pompes à chaleur classiques. Donc là, j'ai repris, en fait, les différents chiffres de l'étude de la CRE. Donc là, par contre, on voit qu'entre les différents vecteurs d'énergie décarbonée, il y a effectivement une différence. Comment est-ce que nous avons procédé? Parce que par rapport à la question qui est posée, est-ce qu'il va falloir comment est-ce que c'était le terme exact? Que je reprenne le bon terme qui a été cité. On va devoir faire un plan de déclassement du réseau, et ça a déjà été dit, mais je me permets d'insister, ce ne sera pas tout le réseau. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des zones où le réseau fait encore sens parce qu'il est proche de sources de biométhane, et on acte également qu'il y a des parties de réseau où le réseau de gaz naturel fatal en énergie fatale, en énergie fossile, fait moins sens parce qu'on a des sources de réseau de chaleur, on a une source de récupération de chaleur. Donc, pour pouvoir faire ça, on a travaillé sur notre réseau, quartier par quartier, et on a fait une approche alors, qui est un optimum sociétal. Alors, on se pose encore la question, est-ce que c'est le vrai, le bon, etc. Mais dans notre étude, on est parti sur ce optimum sociétal-là, qui est en fait une espèce de merit order, si vous voulez, du coup, de transformation de la maison, considérant que l'isolation, elle est à part. Et donc, comment est-ce que l'on a construit notre scénario? On s'est dit, là où j'ai un potentiel de biométhane qui est disponible, je maximise son utilisation. Là où je n'ai pas de biométhane à utiliser ou il n'est pas suffisant, je maximise la récupération de la chaleur fatale. Donc, on est là sur un réseau de chaleur. Et là où ce n'est pas possible, j'ai comme terme de bouclage, si vous voulez, l'électrification et donc le passage à la pompe à chaleur. Alors, pour pouvoir estimer le potentiel de l'énergie décarbonée, et donc en particulier pour le biométhane, on s'est basé sur l'étude de Valbiom, et on a, avec l'aide de Valbiom et également de Climac d'ailleurs, on a déconstruit les potentiels qui étaient faits au niveau wallon, et on les a projetés au niveau des quartiers. Alors pour nous, un quartier, qu'on soit d'accord sur la statistique, enfin sur la dénomination, pardon, un quartier est un secteur statistique. Et par rapport à l'ensemble du potentiel qui était signalé dans l'étude, on a pris en fait que les potentiels importants et très importants, et donc on se retrouve avec un potentiel de 3200 gigawattheures, donc 3,2 TWh. Donc on est très prudent par rapport aux 12 TWh du potentiel qui est annoncé au niveau wallon, et donc très prudent par rapport au potentiel qui est annoncé également au niveau fédéral. Donc on se dit, OK, on va prendre ce potentiel-là, et là où il y a des communes, là où il y a des quartiers qui sont proches de ce biométhane-là, on va les raccorder et les clients, on va continuer à alimenter ces clients-là en biométhane. Au niveau de la chaleur fatale, là on est sur une étude qui date un petit peu, qui est une étude qui date de 2018 sur la chaleur fatale, qui est une étude qui a été faite dans le cadre de Heat Roadmap Europe, et donc il y a une fiche qui a été faite au niveau belge et au niveau wallon. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on travaille. Et donc, là, même logique, si j'ai une source de chaleur fatale à proximité, le quartier qui est autour sera alimenté par cette chaleur fatale. Donc, comment est-ce que l'on fait? Donc, ici, on est véritablement parti sur des scénarios. Donc, ça nous permet de fixer un certain nombre d'idées. Et donc, on fait l'attribution du vecteur énergétique par rapport aux besoins de chaleur, par rapport à ce qui est disponible. Et on est dans une vision qu'on a appelée planificatrice, si vous voulez. C'est de dire que si un quartier est dans une zone où le potentiel biométhane est suffisant pour combler les besoins, toutes les unités d'habitation sont alimentées par ce vecteur.
On a fait exactement de même pour le réseau de chaleur et on a fait exactement. Et donc, du coup, ce qui reste est en pompe à chaleur. Si aucun potentiel n'est suffisant, on réalise des mix en fonction du potentiel existant. Donc, on peut avoir du mix biométhane et réseau de chaleur, biométhane et pompe à chaleur, et réseau de chaleur et pompe à chaleur. Donc, ça c'est sur les choses qu'on a également intégrées. Et s'il n'y a aucun potentiel, ni biométhane, ni réseau de chaleur, par défaut, on est parti sur pompe à chaleur. J'espère que tout ça est clair et limpide pour vous jusqu'à présent. Je me permets de continuer alors. On a donc 6 scénarios et ici, pour l'exposer, je me concentre sur un seul qui me paraît intéressant à titre illustratif. Donc, si on fait les différentes simulations, au niveau du besoin de chaleur pour le résidentiel, donc les citoyens et les citoyennes, on est aux alentours de 31 TWh. Et aujourd'hui, ces 31 TWh, on a 8 TWh qui sont couverts par du gaz naturel aujourd'hui. La vision que je vous partage ici est une vision sur le réseau d'Orez. Je ne me suis pas permis de faire l'étude sur le réseau de nos collègues, mais néanmoins amis de Raisin. Donc, on a 1,4 million de logements. On a approximé le nombre de logements par le nombre d'AN électricité, pour être tout à fait honnête. Et donc, qu'est-ce qu'on voit avec ce scénario de rénovation moyenne? C'est qu'on passe de 31 TWh à 22,5 TWh en termes de besoin en chaleur. Donc, il y a une économie importante qui est faite. On voit qu'on a donc ces 3,2 TWh que l'on peut valoriser au niveau de la molécule biométhane. Pour être tout à fait clair, 80% de ce gisement de 3,2 TWh est directement consommé localement dans les quartiers et dans la commune qui entoure le gisement. Le solde, les 670 gigawattheures, est disponible pour alimenter les communes voisines. Donc, on doit un petit peu étendre les zones d'influence de biométhane pour couvrir ce 3,2 TWh. On a 1,3 TWh qui vient de la récupération de chaleur, donc en réseau de chaleur. Et on a 18 TWh, donc le solde, qui est, lui, réalisé en pompe à chaleur. Donc, je parle ici bien de 18 TWh de chaleur. C'est intéressant, vu que nous gérons à la fois le réseau d'électricité et à la fois le réseau de gaz, de savoir quel est donc l'impact sur le réseau électricité. Donc, au niveau de l'énergie distribuée, on est à 5,1 TWh. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour Ores, nous distribuons aux alentours de 10 à 12 TWh d'électricité par an. Donc, c'est quand même une augmentation significative. Et au niveau de la puissance électrique nécessaire, alors pour faire simple, j'ai traduit cette puissance électrique au niveau de l'interface entre le réseau de distribution et les réseaux de transport, donc au niveau d'Elia. Là, je suis quand même à 543 MW nécessaires pour pouvoir couvrir ce besoin-là. Quand on regarde au niveau du nombre de logements, on a aujourd'hui aux alentours de 500 000 clients qui sont raccordés en gaz naturel. Quand on fait cette transition-là, on a en fait, grosso modo, un petit peu moins de la moitié des clients qui seraient encore sur un réseau de gaz biométhane. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a toute une partie du réseau qui ne serait plus utilisée pour le besoin de chaleur. On a 85 000 clients qui seraient en récupération de chaleur et donc le solde, 1 million de clients qui seraient, eux, en pompe à chaleur. Un point intéressant et qui nous préoccupe, nous aussi, en tant qu'électriciens, c'est de se dire que, en fait, l'utilisation du biométhane et l'utilisation de la récupération de chaleur est aussi tout bénéfice pour l'électrification, parce que ça permet, en fait, d'éviter qu'on ait tout à la pompe à chaleur, et donc on pourrait, grâce à cette molécule de biométhane et à ce réseau de chaleur, éviter 165 MW, ce qui est non négligeable par rapport à 543 MW que vous avez là au-dessus. Et on s'est aussi livré à un petit calcul qui vaut ce qui vaut. Je vous avoue que c'est un petit peu carton de bière, mais je pense que c'est intéressant d'avoir cette notion-là en tête. En fait, quand on compte les 228 000 et les 85 000 clients et qu'on dit, ceux-là, c'est des clients qui n'ont pas dû acheter une pompe à chaleur ou qui n'ont pas dû, dans la période entre maintenant et 2040, acheter une pompe à chaleur. Et si je valorise la différence entre un échangeur de chaleur ou une pompe à chaleur et
une pompe à chaleur et un échangeur de chaleur ou une pompe à chaleur aux alentours de 5 000 euros. Hein, donc, mettre une pompe à chaleur coûte 5 000 euros de plus que mettre une chaudière au gaz ou un échangeur. Ce sont des prix que vous retrouvez d'ailleurs dans l'étude de la CREC. Eh ben, si je fais ça fois 5 000 euros, donc 228 plus 85 000 fois 25 000 euros, fois 5 000 euros, j'arrive à 1 milliard d'évités. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, by the way, si on fait le calcul à l'envers, c'est que le million de clients qui pensent en pompe à chaleur, vous pouvez faire aussi le même exercice et multiplier par 5000 et vous avez également le coût sociétal de la transition énergétique. D'une manière ou d'une autre, je suis entièrement d'accord que c'est très rapide comme conclusion et que c'est un calcul qui doit certainement être affiné, mais d'une manière ou d'une autre, la transition énergétique signifie aussi qu'il faut passer par la case investissement chez les clients et que, évidemment, ce coût-là peut être relativement important si en fonction notamment des ambitions que l'on peut avoir au niveau de l'isolation. Ici, je suis donc en coût sociétal évité uniquement sur l'investissement pompe à chaleur dans mon exemple. Et je suis entièrement prêt à discuter de cette hypothèse avec vous dans les quelques minutes qui nous suivent. Ce que je voulais également signaler, c'est que notre étude est une étude qui est qui est appelée à évoluer. On est tout à fait conscient que, d'ailleurs, avec les discussions que nous avons avec les autorités, notamment le service public Wallonie, la SPW Wallonie Énergie, chez Monsieur Tac, on a beaucoup de questions par rapport à ce potentiel de réseau de chaleur, et donc on veut vraiment affiner avec eux les études sur ce potentiel, notamment en termes de fatal. Vous avez vu que l'étude date de 2018, c'est un petit peu vieux, donc on voudrait revenir, avoir accès à de nouvelles informations concernant ce potentiel-là, mais également, ce qui n'a pas été intégré dans notre étude, la géothermie peu profonde ouverte et la géothermie peu profonde fermée, qui ont également de beaux potentiels pour pouvoir, on l'espère nous, pouvoir augmenter le nombre de clients qui seraient en réseau de chaleur et donc soulager le réseau électrique qui a déjà bien à faire avec les panneaux solaires, qui aura bien à faire avec les véhicules électriques, et tout ce que l'on peut éviter comme surcontrainte est à faire. Je voudrais également revenir donc sur les questions qui nous ont été posées. Que va-t-on faire avec le réseau de distribution qui relie 30% des maisons wallonnes à ce jour? Je pense vous avoir expliqué qu'effectivement, il y a une partie du réseau sur lequel nous pensons qu'il ne fait plus sens ou qui fait moins sens en fonction des objectifs que la région wallonne nous assignera. Parce que tout compte fait, le réseau de distribution est un réseau de distribution public. Donc c'est un outil qui est à la disposition des citoyens, des citoyennes et des entreprises et des décisions politiques que la Wallonie devra prendre. Donc le GRD n'est jamais qu'un instrument, n'est jamais qu'un acteur pour mettre en œuvre cette volonté politique et citoyenne-là. Comment est-ce qu'on doit le financer avec moins d'utilisateurs? C'est une question qui se pose, bien entendu. Aujourd'hui, je n'ai pas une réponse magique à vous apporter. On a des discussions qui ont commencé cette année avec l'AQAP, avec le régulateur. On a aussi interrogé et on a commencé à faire des études comparatives avec comment d'autres GRT et GRD ont réglé cette question de l'amortissement accéléré d'installation. Et donc, on a quelques idées, quelques scénarios que l'on voudrait proposer au régulateur, mais il lui revient, vu que c'est sa compétence, à lui et au Parlement wallon, il leur revient de décider de comment on doit travailler. Donc, on ne peut être qu'une force de suggestion et de recommandation. Faut-il prévoir un décommissionnement progressif? Donc oui, probablement, nos scénarios le montrent, mais comme il a été déjà dit dans les exposés précédents, cela doit se faire dans l'ordre et dans la méthode. Il faut planifier ces transitions. La pire chose qui pourrait nous arriver, je pense, c'est d'avoir une concurrence stérile entre des gens qui voudront mettre des réseaux de chaleur et nous qui avons encore un réseau de gaz. Une compétition complètement stérile entre deux infrastructures qui ont, par essence, nécessité d'être publiques. Donc là, c'est un véritable appel que nous avons lancé vers le gouvernement en disant ne réfléchissons pas molécules, ne réfléchissons pas hydrogène, ne réfléchissons pas à pompe à chaleur, ne réfléchissons pas tous ces différents sujets de manière cloisonnée, ayons une approche
global sur le besoin en chaleur pour les citoyens et citoyennes en Wallonie, et la même chose d'ailleurs pour les industries et les entreprises. La question qui était posée également, c'était ne devrait-on pas arrêter son extension comme c'est le cas en Flandre? Oui, et bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est comme ça. C'est déjà le cas en pratique, sauf si, donc il y a quand même une exception par rapport à ça, sauf si en faisant des pauses, notamment en moyenne pression, ça nous permet d'étendre la superficie d'influence d'une production de biométhane. C'est pour ça qu'il y a quelques bouclages qui sont prévus, notamment dans le Namurois, et dans le Brabant wallon, pour pouvoir amener le biométhane vers les zones de consommation. Parce que, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais je profite maintenant de le dire, c'est que notre approche est une approche locale. Donc, ce que l'on privilégie, c'est l'utilisation du biométhane là où il est produit. Et on préfère, en tout cas c'est notre suggestion vis-à-vis du monde politique, on préfère que ce biométhane serve aux citoyens et aux citoyennes plutôt qu'aux industries et aux entreprises qui ont d'autres moyens de répondre à leurs défis de décarbonation. Ce que je voudrais également faire, c'est vous soumettre deux petites choses au niveau de votre réflexion. Quand on pense transition énergétique, on entend beaucoup de gens qui disent pompe à chaleur, pompe à chaleur, pompe à chaleur. Fort bien. À la limite, pour nous, Ores, ce n'est pas une grosse problématique parce que on fait les deux, donc je dirais on n'a pas d'a priori, voilà. Mais quand on regarde les pompes à chaleur, encore faut-il qu'il y ait de l'électricité pour alimenter ces pompes à chaleur. Quand on regarde l'étude d'adéquatie que l'IA met pour le moment en consultation, on voit que ces projections en termes de pompes à chaleur sont assez conservatives en ce qui concerne la Wallonie, vous le voyez dans le slide qui est ici, qui est un slide d'Elia. Et donc, vous voyez que en termes de moyens de production pour pouvoir atteindre les objectifs, dans les scénarios que l'IA a choisis et qui sont soumis à consultation, donc de nouveau, vous pouvez faire vos remarques, on n'est pas du tout au rythme que l'on pourrait penser si on pense tout à la pompe à chaleur. Donc, attention de ne pas trop vouloir mettre sur la pompe à chaleur si, du côté de la production et du côté du réseau de transport, on ne puisse pas permettre l'arrivée de cette puissance-là. On a cité tout à l'heure les Pays-Bas comme potentiellement être une inspiration. Je tiens quand même à vous montrer la carte des Pays-Bas en termes de congestion. Donc vous avez ici, sur le site de Liander, si vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche et vous cherchez après Congestie in Netherlands, vous allez retomber sur cette carte-là, qui est quoi? Qui est en fait province par province, et pratiquement ville par ville, quels sont les risques de congestion et donc quelle est la puissance disponible encore aujourd'hui aux Pays-Bas en termes de prélèvement, donc AFNAM, prélèvement, donc ça c'est pour pouvoir alimenter notamment les pompes à chaleur, et teruglevering, ça c'est pour tout ce qui est injection, production. Mais vous constatez qu'aujourd'hui, dans le réseau que gère Liander, tout le sud des Pays-Bas, il n'y a plus 1 kW qui est disponible pour faire quoi que ce soit. De nouveau, attention donc à avoir des réflexions qui sont des réflexions, comme on disait, en termes d'énergie. Il y a également des réflexions et des impacts en termes de puissance. Et ce qui coince aux Pays-Bas, c'est l'accès à la puissance. Et bien entendu, comme ça a été dit aussi, il faut aussi considérer l'ensemble des écosystèmes et pas uniquement les écosystèmes liés directement à l'énergie. Voilà qui clôture mon exposé. Je pense avoir été dans les temps. Un tout grand merci David. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir écourté ma présentation parce que vraiment là, moi j'ai appris beaucoup de choses, en fait, beaucoup de données qui n'étaient pas à ma connaissance en tout cas. Donc je ne sais pas si je suis le seul. On a encore un peu de temps pour discuter. Nul doute que le prochain webinaire intégrera le régulateur et les autorités parce que l'on voit que là, il y a quelque chose de solide apparemment sur la table mis par Ores qui va certainement amener toute une série de nécessités en termes de régulatoire, en termes de réglementation et de travail pour les autorités publiques. Je vous propose dès lors de faire
des questions, je vous engage à les faire les plus courts possible parce que nous allons certainement un peu dépasser, mais certainement essayer de ne pas trop dépasser. Et donc, je vais prendre les questions. Alors, normalement, je pense que tout le monde peut parler. Euh, et je vous engage à donc à lever la main si vous avez une question. Et voilà, je vais prendre la première question de Didier Hendrix. Je n'ai pas tous les noms. Oui, bonjour à tous. J'ai une question en particulier pour David. Dans ta présentation, David, à un moment, tu indiquais un potentiel identifié de 12 TWh au niveau wallon. J'étais un petit peu perplexe par rapport à ce chiffre-là. J'avais plutôt en tête, et Olivier me corrigera aussi, on était parti au départ pour la Wallonie sur quelque chose autour de 8, en tenant compte de l'utilisation, si on retire l'utilisation en cogène, on est plutôt autour de 6, ce qui correspond un peu au chiffre de Gaidos aussi. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être par rapport à ça que j'avais une remarque. Et un deuxième point peut-être aussi, toujours dans cette perspective du potentiel biométhane, comme tu l'as souligné, ben, il faut aussi être prudent par rapport aux chiffres qui ont été donnés, bon, qui sont tout à fait pertinents, hein. L'étude a été, c'est une excellente étude qui a été menée par Valbiome en son temps, complémentée par Climact dans une deuxième phase. Je dirais que ce sont des données de 2018. Donc là, je dirais dans les next steps que tu indiquais sur ton slide, je pense qu'il y a aussi là un exercice de fine-tuning du potentiel, de granularité à réaliser dans le futur, qui permettra vraiment d'avoir une vision optimisée de ce potentiel réel. Hein, c'est un peu le monstre du Loch Ness, mais autant être le plus précis possible en la matière, donc dans l'identification des gisements ferme par ferme, etc. Donc voilà, simplement, c'était une remarque à ce point de vue-là. J'aurais un dernier point, et puis je me tais. Par rapport au graphique que tu as montré d'évolution des ventes de pompes à chaleur, c'est vrai enfin de potentiel de pompe à chaleur, c'est vrai que l'on est face à un gros défi qui se présente au niveau européen et qui touche un petit peu toutes les applications de chauffage, chaudière gaz également. On est loin en tout cas au niveau pompe à chaleur, de ce qui avait été prédit. Mais bon, les circonstances économiques sont ce qu'elles sont, l'indécision côté consommateur qui est tout à fait compréhensible. Donc là, il y a tout ce qui sera important à résoudre au niveau politique, je dirais, au niveau belge comme au niveau, enfin, wallon, belge et européen. Voilà. Je vous remercie. Merci Didier. Donc, dans les 12 TWh dont je faisais mention, c'est parce que dans l'étude Valbiome, il y avait plusieurs potentiels qui étaient évoqués. Le 12 correspond au potentiel maximum. Ok, d'accord. Donc, on peut lire ce potentiel, donc voilà. Et donc, comme vous avez pu le voir, on est extrêmement prudent, je veux dire ça comme ça, sur le potentiel de biométhane, parce que l'étude que l'on veut faire, et que l'on a fait, des scénarios que l'on a fait, ce sont des scénarios aussi qui sont des scénarios qui sont, pour nous, des objectifs réalistes réalistes, mais prudents. Donc évidemment, si on arrive à démontrer qu'il y a plus de potentiel, qu'il y a plus de biométhane, et que, voilà, donc la logique que l'on a suivie est intéressante, et je pense qu'on peut la suivre, et donc développer, donc étendre éventuellement les zones d'influence de biométhane, mais on a préféré avoir quelque chose de prudent, parce que voilà, c'est de la bonne gestion d'avoir des scénarios plutôt pessimistes que des scénarios trop optimistes, parce que déjà aujourd'hui, donc aujourd'hui, on produit 150 gigawattheures sur les installations que nous avons raccordées sur notre réseau. Passer de 150 à 3200 en 15 ans, si je prends 2040, est un défi qui est déjà assez énorme. Ok, merci. Mais c'est bon, Lucie, je t'en prie. Bonjour, merci beaucoup pour les présentations. C'est vrai que c'était très intéressant. Moi, c'est un petit peu dans les lignées de cette question sur le potentiel de biométhane. En fait, donc les études, elles parlent d'un potentiel de gisement, je suppose, mais corrigez-moi si je me trompe. Je me dis que la source, c'est aussi les biométhaniseurs et quel est l'intérêt encore aujourd'hui des agriculteurs, parce que c'est souvent eux le profil des biométhaniseurs, pour se lancer dans ce métier qui est quand même fort difficile, qui n'est pas fort aidé par les autorités en termes de financement et
de charges administratives, il y a quand même beaucoup. Donc, je me questionne un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a aussi des études qui vont aller questionner l'intérêt des biométhaniseurs à exploiter ce potentiel? Voilà, merci beaucoup. Je peux tenter, peut-être qu'Olivier pourra rebondir là-dessus aussi. Nous avons fait une démarche de rencontrer des agriculteurs. Donc, on a plusieurs projets qui ont plusieurs niveaux de. On a identifié, pardon, du potentiel et on s'est dit qu'effectivement, c'était la meilleure manière de le comprendre, c'était de rencontrer des agriculteurs. Donc, on a eu plusieurs réunions avec eux. Et vous avez très bien résumé la question. L'intérêt y est, parce que, bien entendu, ça leur fait une rentrée financière si tout se passe bien, mais le mur administratif est incommensurable. Et donc, le gouvernement a mis dans sa déclaration de politique régionale, a mis la simplification administrative. Je pense que c'est un élément essentiel. Comme on disait tout à l'heure, ce sont des mécanismes de soutien non financiers qui sont réels. Et je pense que, comme ça a été dit aussi, là je ne peux qu'abonder, la biométhanisation ne se fera qu'avec le monde agricole. Oui, en complément, David, c'est ce que je mettais dans mes slides un petit peu, c'est que s'il n'y a pas un encadrement avec des mécanismes d'incitants financiers, non financiers pour limiter les charges administratives, les barrières administratives et autres, et si ça ne se fait pas avec les filières de l'agriculture, ça ne se fera pas. Mais ça peut se faire. On voit les exemples où ça se passe. Ce sont d'autres réalités, mais dans d'autres pays proches de chez nous, il y a un développement, mais ça ne se fait pas naturellement comme ça. S'il n'y a pas une stratégie réelle avec un cadre, une vision long terme, une stabilité, une planification sur des dizaines d'années, hein. Ici, on a la chance d'avoir quelques entrepreneurs qui ont pris des risques. Sincèrement, toujours, quand on les rencontre, on est toujours abasourdi par les risques qu'ils ont pris. Chapeau à eux, sincèrement. Mais si on veut vraiment atteindre les objectifs des 3 TWh, ça va pas, voilà, on va devoir mettre un cadre beaucoup plus structurel et beaucoup plus encadrant. Et ça, bon, voilà, peut-être la foi a certainement un rôle à jouer et les autres fédérations. Peut-être que Philippe Tavernier, je pense qu'il est là de Valbium, peut donner un commentaire s'il le souhaite. Il est bien plus expert que moi en la matière. Voilà. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok. Tout à fait. Donc voilà, oui, effectivement, je vous rejoins sur toutes ces questions-là. La partie monde agricole, en fait, c'est devenu absolument essentiel dans le sens où finalement les intrants qui ont pu permettre une évolution depuis les 20 dernières années de la biométhanisation, c'était pour moitié, on va dire, des sous-produits d'industrie agroalimentaire qui étaient très disponibles au début, les industries payaient même pour s'en séparer, et ça c'était du coup une aubaine pour méthaniser ça et faire de l'énergie avec. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est vraiment sur un marché qui est particulièrement saturé. Les matières deviennent de plus en plus chères et de moins en moins accessibles pour les biométhaniseurs wallons. Donc on a un vrai souci de ce côté-là. C'est pour ça qu'évidemment on se tourne vers le monde agricole parce qu'on voit que c'est là que le plus grand du potentiel réside. Notamment, on pense aussi à des développements du type CIV, donc les cultures intercalaires à vocation énergétique. C'est pas quelque chose qui est très familier aujourd'hui en région wallonne, mais on voit que l'exemple français est plutôt parlant de ce côté-là. On sent qu'il y a un potentiel à aller chercher et justement l'étude qui soutient justement le plan Repower EU se positionne notamment en tenant compte de ce type d'intrants. Et alors, ce qui est important aussi, à mon sens, c'est de pouvoir vraiment définir, je parle au niveau politique, on a rencontré justement les différents cabinets, on sent qu'il y a, je pense, 2 définitions assez différentes de la biométhanisation. D'une part, le côté petite biométhanisation accolée à une exploitation agricole, et de l'autre, plutôt le côté énergie, voilà, se rendre compte que justement, il y a parfois une nécessité de faire des projets un peu plus conséquents pour pouvoir faire de meilleures économies d'échelle et proposer le mégawattheure de biométhane à un prix correct pour le client final. Donc voilà, il y a aussi tous ces aspects liés aux effluents d'élevage, où là, quelque part, oui, on ne peut pas forcément aller chercher beaucoup d'énergie dans des lisiers, dans des fumiers, etc.
Mais par contre, ça, c'est un enjeu majeur puisque c'est là qu'on va pouvoir mettre le moins d'euros par tonne de CO2 évité. Donc la fameuse valeur tutélaire du carbone qui était mentionnée par Olivier, pour moi, c'est vraiment le concept qui a tout son sens ici. Finalement, c'est de dire au gouvernement, voilà, vous pouvez mettre un certain montant d'argent pour éviter des tonnes de CO2, mais il faut procéder par ordre. Et dans ce cas-ci, les lisiers, les fumiers sont la priorité. C'est vraiment là où on doit injecter le moins d'argent pour économiser des tonnes de CO2. Et donc c'est là où il faut vraiment définir, et c'est avant tout aussi une question politique, c'est quel type de biométhanisation on veut. Ça peut être au pluriel, hein, il peut y avoir plusieurs types de biométhanisation en fonction de la présence ou non des réseaux de gaz, en fonction de la densité des exploitations agricoles, etc. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Euh, Moi, j'aimerais bien juste finir. En fait, voilà, on voit qu'il y a énormément de lièvres qui sont levés, de choses qui doivent être faites euh, dans cette législature qui commence ici au niveau régional. J'aimerais peut-être avoir votre sentiment sur par où on commence. Euh, Peut-être le message que vous adresseriez pour les intervenants, et peut-être si quelqu'un d'autre veut rajouter, je pense que nous avons encore des représentants de cabinet. Mais quelles seraient les recommandations que vous pourriez tirer de cette heure et demie d'échange pour les autorités? Qui veut se lancer et ou peut-être vous ne voulez pas vous lancer? Moi, j'aime bien me lancer. Je pense que ça a été dit dans plusieurs exposés. S'il y a une chose à retenir, c'est la transition énergétique pour les chauffages ne se fera qu'avec une bonne planification. Et une bonne planification ne se fera qu'avec une bonne stratégie et une fixation d'objectifs qui soit cohérent et complet. Voilà ce que j'aurais envie de dire aux autorités. Planification électrique, de chaleur et interconnectée. Oui, c'est ça. C'est une planification non pas par domaine, mais une planification la plus holistique possible. Esther? Je vois quelqu'un qui est dans l'audience, donc peut-être plutôt... Je passerai après. Ok. Damien Wadley. Bonjour tout le monde. Moi, je travaille au SPOE Énergie et avant la COAP, donc depuis plusieurs années, autour de ces questions liées au gaz vert et au biogaz. Pour répondre à la dernière question, on avait imaginé un marché, un cahier des charges, un marché pour réfléchir un petit peu et remettre à jour le potentiel des différents gaz autour du biogaz et du biométhane principalement, mais aussi un regard par rapport aux autres types de gaz verts ou bas carbone. Réfléchir un petit peu à leur type d'usage, comment est-ce que c'est le plus intelligent à utiliser, comment le soutenir. Et pour pouvoir le soutenir, c'est regarder un petit peu ce qui se passe dans les pays limitrophes, mais aussi et surtout réfléchir pour mieux échanger les fameuses garanties d'origine. Donc, c'est avoir une stratégie. Ce marché-là, il était prêt, on était en mars-avril, mais un peu trop juste avant la fin de la législature et donc recalé au niveau financier, mais je pense qu'il a encore aujourd'hui tout son sens parce que le danger, si on ne se structure pas au niveau politique et au niveau du SPOE, c'est que ce type d'intrants, parce qu'on a ici du potentiel, ne partent dans d'autres régions et qu'on ne puisse pas valoriser notre belle région. Donc, si j'avais un petit message à passer, moi en tout cas, vers les différents représentants des cabinets, c'est soyons attentifs pour garder un petit peu d'argent pour faire ce marché, pour se structurer et pour avoir une stratégie pour avancer de manière cohérente par rapport à cette thématique. Bon, merci Damien. Est-ce que Olivier, Esther, vous voulez encore? Esther, tu as... Ouais, non, ouais, je veux bien, je veux bien. Ouais, voilà, donc merci aussi pour les contributions, c'était très intéressant. Moi, je vois que, donc, ouais, forcément, la Wallonie, c'est une région agricole, donc la biométhanisation est un grand sujet. Et voilà, enfin, il y a des raisons, il y a clairement des raisons pour ça. Maintenant, je pense qu'il y a évidemment aussi des sauvegardes ou des précautions à prendre par rapport à ça.
en fonction de quelle est l'origine de la biomasse qu'on utilise, donc rester dans du résiduel, donc des résidus, des déchets, et ne pas rentrer dans la logique de on va planter du maïs, de la betterave rouge et quoi d'autre pour faire cette biométhanisation uniquement, quoi. Donc je pense que parce que là, il y aura une pression au niveau, enfin une pression agricole sur la production alimentaire, et voilà, et il y a bien évidemment aussi des questions de durabilité par rapport à ça, quoi. Donc ça, c'est un message, je pense, qui viendrait de notre part. Et puis maintenant, oui, la planification, je suis complètement d'accord, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est assez content d'avoir cette prescription maintenant au niveau européen et d'avoir cette demande de mettre en place ces plans, parce que bon, voilà, ça va prendre du temps et il faut commencer tout de suite, il faut commencer aussi vite que possible, et il faut être dans l'approche globale par rapport à la production de chaleur, comme ça vient d'être dit, mais je pense que c'est un message qui est important. Et puis, les sous, le financement, on sait qu'on va devoir, la transition énergétique, elle va passer beaucoup par l'électrification, ça va coûter de l'argent, ça c'est très clair. Il faut développer les infrastructures qui vont avec, et voilà, on va continuer à faire des appels pour avoir des financements publics privés pour continuer à développer cela, quoi, parce que je pense que le développement, il est là. Il y a des choses qui avancent. Elles n'avancent peut-être pas au rythme où elles devraient, mais les choses avancent. Grand merci Esther. Olivier. Oui, mais je serais assez aligné avec ce qui a été dit par Esther et par David, hein. Je pense que voilà, l'importance d'une planification, d'une stratégie, je crois que ça a été assez bien démontré, et notamment par l'étude d'Ores, qui montre que si on ne passe pas par un aspect fin, c'est-à-dire en termes géographiques, donc il y a l'aspect géographique, hein, tu parlais de mailles statistiques, donc on voit bien qu'on a besoin de travailler de manière fine. Même si la région wallonne est petite, eh bien, elle est encore énorme par rapport à ce défi. Il faut le traiter. Ce qui est valable à Arlon n'est pas valable à Liège, n'est pas encore moins valable à Louvain-la-Neuve. Et il faut l'inscrire dans le temps. Donc là, ici, on n'a pas encore beaucoup parlé de la temporalité, la capacité, hein, parce qu'on fait vite des projections de taux de rénovation, de placement de pompe à chaleur. On sait très bien qu'en pratique, c'est beaucoup plus lent parce qu'il y a des contraintes de mise en œuvre et autres. Et je vois que, je retrouve vraiment intéressant de l'étude de David, c'est de montrer qu'une position dogmatique en la matière est une position erronée, défaillante. Donc, si on dit c'est tout à l'électrique, tout au biométhane, ça ne marchera pas. On doit être fin, on doit être holistique, on doit tenir compte de toutes les options et adapter de manière quasiment chirurgicale à chaque endroit la solution la plus optimale. Et donc, ça nécessite vraiment une coordination entre les différentes expertises. Et donc, il y a vraiment une nécessité de mettre des moyens importants pour cette stratégie. Ça ne va pas se faire c'est pas un truc simple. On peut être heureux que le régulateur, par exemple, s'intéresse déjà à la question, parce qu'effectivement, Esther, le gros problème, ce sera le financement. Et là, c'est clair qu'on a besoin d'être aussi assez créatif. Et là, on est peut-être on n'a pas encore été assez loin. Et c'est là que les enjeux vont devoir être traités dès maintenant. Parce que si on n'a pas résolu l'équation financière, on n'avancera pas, quoi. Et donc, il faudra aussi être créatif, pas de dogmatisme, et travailler sur plusieurs tableaux pour y arriver. Voilà. Voilà, David a dit qu'il doit y aller. Bernard, peut-être Bernard de Coq, c'était vraiment là, on a déjà bien dépassé le temps. Donc, Oui, merci Arnaud, merci à tous. Je pense que, en effet, c'était très intéressant. Peut-être juste alors en 30 secondes, je veux dire, pour bien redire, je pense vraiment, si on veut parvenir à réaliser l'objectif, je veux dire, c'est non seulement d'avoir cette planification, cette stratégie, mais vraiment de travailler aussi sur les outils, hein, comme on a dit, dire, définir le type de développement, de biométhanisation qu'on veut. Je crois qu'il y a vraiment intérêt à essayer de travailler avec le secteur agricole. Il y a un potentiel qui est là.
aspects-là, mais j'insiste vraiment sur les aspects, je dirais notamment les incitants non financiers. Je crois que ce sont des éléments où la région a la main, je dirais, mais ça nécessite en effet, je dirais, de la coordination entre différents services de l'administration, parce que voilà, il y a non seulement, comme on l'a dit, des aspects permis, mais aussi des aspects liés à la législation déchets, à la législation PGDA, etc. Je crois qu'il y a une série d'outils possibles, je veux dire, mais il faut vraiment voilà, prendre cet aspect-là. Ce sont des éléments qui ne sont pas coûteux en termes budgétaires, je veux dire, pour la région. Ce sont des éléments dont la région a la possibilité, je veux dire, de prendre des initiatives. Mais je crois que c'est vraiment primordial si on veut en tout cas à un moment lever les freins aux possibilités de développement. Grand merci Bernard. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci, merci en tout cas à tout le monde. Je sens que là, on est au début d'une grande discussion. Il ne faut pas être dogmatique, comme tu l'as dit, Olivier. Je pense que nous ne le serons pas chez Canopéa et je pense que personne autour de la table. Mais on voit bien il y a matière à travailler. Je vous donne donc rendez-vous incessamment sous peu, sans doute pour la suite de ces intéressantes discussions avec notre nouvelle ministre notamment et le régulateur. Je m'engage à essayer de pousser pour que ça arrive incessamment sous peu. Grand merci Olivier d'être venu, merci Esther, merci à David qui est déjà parti, merci à tous d'être venus à ce webinaire et passez une excellente fin d'après-midi, soirée.